surgi au Sénégal. Deuxièmement, l'islam sénégalais, à cette époque, a été déstabilisé par la violence. À cette époque-là, ces questionnements sur l'islam, la réforme, prirent une tournure particulière en Sénégal. Les intentions et les visées coloniales ont vu une raison des sociétés indigènes, islamisées, certes depuis plusieurs années, mais fragilisées par la violence et le formalisme. Et lorsqu'on parle de formalisme, ici, ça veut surtout du sectarisme. Cheikh Ahmadou Bamba avait en face de lui un ancrage élitiste des sciences coraniques dans un cadre patrimonial hégémonique. L'islam s'était réfugié dans certaines familles, c'est pourquoi nous parler de patrimonial et d'hégémonique, et surtout à cette époque de l'apparition du surgissement de Cheikh Ahmadou Bamba, la tendance à la sécularisation du Coran et des pratiques culturelles était bien établie. On s'amusait à lire le Coran. Et ce mouvement de folklorisation, donc de dessèchement vulgaire des éléments majeurs de la civilisation islamique, était une des problématiques qu'il fallait résoudre, et nous verrons plus loin comment Serigne Touba a proposé une solution à cela. Pendant ce temps, le pouvoir colonialiste, cela a formé d'autres types d'élites pour combattre l'islam bien entendu. Par rapport à cela, Cheikh Ahmadou Bamba a fait non pas un choix politique à travers la guerre armée, ou bien à travers ce que nous appelons aujourd'hui la politique de collaboration, mais il a préféré le combat culturel. Donc son choix a été net et clair, il a procédé à un choix culturel. Comment? Dans cette atmosphère d'appauvrissement religieux et spirituel, d'étouffement de toutes les formes de liberté, Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba s'est posé la question, comme tout le monde, de savoir comment reprendre l'islam dans ses fondements, dans ses pratiques, etc. Et en même temps, une deuxième question subsidiaire, que faire contre l'efficacité nouvelle du Touba? Le Touba, c'est évidemment le colonisateur. L'efficacité des armes, l'efficacité de l'encadrement politico-administratif, de l'encadrement commercial et culturel prôné par la colonisation. Que faire donc face à tout cela? Quel espace alternatif d'adoration d'Allah prôné? Comment dès lors dégager une pensée tant soit peu libre et autonome? Comment s'engager sans être écrasé ou avoir la tête coupée, comme on dit en Wolof, c'est pour nous prendre le Wolof? Comment assumer la situation dramatique d'une époque de négation, de violence, d'injustice et d'intolérance? Autant de questions et de questionnements auxquels le Cheikh a eu à faire face à cette époque. Face à ces questionnements d'époque, l'inspiration du visionnaire conduisit le maître bien-aimé au rejet de la solution politico-religieuse d'affrontement ou de collaboration et s'est engagé résolument dans le tasawwuf en vue non seulement de la réforme de l'islam, mais aussi en vue des transformations et des changements sociaux et culturels dans l'espace islamique plus particulièrement. Dans ce contexte dramatique, ces intentions profondes étaient d'abord de sortir l'islam des cours et du champ militaire. Ensuite, de ramener sur le champ spirituel la connaissance, le savoir-être, le savoir-vivre
et le savoir-faire. Voilà le combat de Cheikh Ahmadou Bamba. Le réformateur était né face à ces questionnements et à leurs réponses. Et c'est pourquoi nous avons osé parler de surgissement de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il a surpris tout le monde, aussi bien les musulmans, aussi bien les familles religieuses et surtout les familles qui étaient engagées déjà dans la collaboration avec le nouveau pouvoir colonial. Il a surpris le pouvoir colonial même et il a surpris donc tout le monde. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la singularité de l'itinéraire de ce mouvement. Il a opéré plusieurs virages qu'on a mal jugés. Il a opéré des ruptures qu'on a mal appréciées. Il a opéré une rectification en lui que beaucoup n'ont pas compris. Et il a réussi par l'effort personnel à la conjonction avec la lumière mohamédienne pendant cette période difficile. Par conséquent, Cheikh Ahmadou Bamba à cette époque déjà a lancé et s'est engagé résolument dans une aspiration à la transcendance, une aspiration à la vérité de la spiritualité et surtout s'est engagé dans le sacrifice rédempteur. Il s'était préparé dans une zone politiquement, socialement, culturellement, etc., actif. Et pendant cette période de violence, d'injustice, la porte de la Tawba, de la grande conversion venait de s'ouvrir. Et Cheikh Ahmadou Bamba s'est engouffré dans cette porte de la Tawba. Il laissant derrière lui une foi ébranlée. Le doute, l'exaltation du matériel, des personnalités politiques corrompues, des chefs religieux presque massivement réduits à tendre la main au pouvoir. Cette période pendant laquelle le colonialiste a pratiqué une politique de l'individu, de libération de l'individu, et politique autour de laquelle va se dessiner toute l'histoire de l'Afrique. Déjà dès 1884, Cheikh Ahmadou Bamba opéra le premier grand virage historique de son itinéraire. Un virage apparemment politique, puisque tout le monde sait que pendant cette période, en quittant Mbacké Kadior pour aller à Mbacké Bawol, qui se révoltait tout simplement contre le pouvoir politique, qui rejetait tout simplement le pouvoir politique. Mais ce n'était qu'une illusion, parce que c'était un virage mystique. Un virage mystique et en même temps un changement de perspective et de méthode dans la perspective soufie dont nous parlerons tout à l'heure. Par rapport à cet environnement, donc, Cheikh Ahmadou Bamba se singularisait en rompant avec les biens armés, en s'engageant davantage dans le soufisme. Et cette rupture mystique et méthodologique le conduira nécessairement à une autre rupture qui est d'ordre pédagogique. On verra tout à l'heure comment il a changé la pédagogie de l'islam au Sénégal. Il s'orientera totalement
intégralement et intensivement vers une éducation totale. J'insiste bien sur ce mot, vers une éducation totale, intégrant le spirituel, le littéraire, le manuel, selon les objectifs et finalités de l'islam, donc sans jamais sortir du champ islamique. Déjà, donc, dès cette époque de ce premier virage, se dessinaient les fondements de l'humanisme mouride. Un humanisme fondé sur le principe de l'irada. Un humanisme de la perception et de la perfectibilité de l'homme, de son âme et de sa compréhension dynamique des réalités métaphysiques, religieuses et pratiques. De ce principe de lumière, l'irada, de mouvement et de recentrage sur le principe, procéderont la pédagogie mouride et les règles organisatrices de la mouridia au niveau doctrinal, méthodologique et institutionnel. Donc, ce premier virage opéré par Cheikh Ahmadou Bamba dès 1884, en quittant Mbacké Kadior pour Mbacké Bawol, ce premier virage avait déjà à l'époque une signification non seulement mystique, mais une signification historique, dans la mesure où déjà se dessinaient et se précisaient les fondements de la mouridia, les fondements de la culture mouride, les fondements de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, et ces fondements ne sortaient pas du champ de l'islam. C'est pourquoi nous avons osé parler d'universalisme. Ensuite, Cheikh Ahmadou Bamba a opéré des choix culturels et pédagogiques en se rectifiant. Beaucoup de travaux ont été faits, publiés sur cette année de la rectification à Matahir, l'année de la vérité, à partir de laquelle Cheikh Ahmadou Bamba a tourné le dos au sectarisme, a tourné le dos aux pratiques islamiques de cette époque, a tourné le dos à tout ce qui tendait à folkloriser l'islam et s'est recentré sur la lumière mohammedienne. La rectification, donc, était un moment de vérité, de dépassement, non seulement de soi, mais aussi des niveaux et des formes religieuses en vigueur. Il a opéré ce que nous avons appelé une récapitulation intégrative. Une récapitulation qui lui a permis de faire la distinction entre ce qui tendait, comme je l'ai dit, à déprécier l'islam d'une part et ce qui tendait à faciliter la conjonction avec la révélation mohammedienne. Et c'est pendant cette période que comme le disent les spécialistes de la question, moi je suis un petit géographe qui tente de s'impousser dans ce domaine, n'est-ce pas, et cette période de la rectification a accéléré 2 ans à 3 ans après, c'est-à-dire en 1895, comme je l'ai dit, Ahmed Sassi a accéléré le processus de la Bayha, c'est-à-dire de l'engagement définitif dans le service de l'engagement définitif dans l'adoption du livre sacré et de la loi sacrée comme seul guide et comme seul maître, et en laissant derrière tous les chefs qu'il avait appréciés avant, bien que conservant leurs enseignements et conseillant même
de pratiquer pour ceux qui pouvaient le faire et ceux qui